avant de parler du livre, il faudrait que je commence par aller un peu vers l'enfance et après aller vers tout ce que je fais à Paris en ce qui concerne les productions de films, productions musicales, etc. Moi, quand j'étais parti de quand j'étais parti de Cotonou, je suis passé un peu, à l'époque, on passait par Lagos pour aller en France. Donc voilà, j'ai rusé pour atterrir à Paris. Et là-bas, j'ai atterri chez mon frère qui s'appelle Philippe. Philippe, c'est son histoire que vous allez voir tout à l'heure dans le film Le Panthéon de la Joie. Le cercueil que vous allez voir à la fin, c'est son histoire. Je fais exprès de commencer par ça. C'est pas pour ne pas vous inciter à tenter l'aventure. Mais mon frère Philippe, il avait plein de pressing à Paris. Et il était heureux, il a réussi sa vie, il a fait Sciences Po, il était allé, comme beaucoup de gens, dans la plus belle université parisienne qui est le Panthéon. Et enfin, le Panthéon, comment on appelle ça là, la Sorbonne, merci beaucoup, qui est à côté du Panthéon, merci, il y a beaucoup de Parisiens dans la salle. Et puis, donc, il est allé à la Sorbonne et il a eu ses diplômes, etc. Après, il a monté plein de pressing. Et plus tard, il a périclité et s'est retrouvé dans une chambre de bonne. Et surtout, il a rompu complètement avec la famille. Il ne voulait plus en entendre parler. Et il s'est retrouvé tout seul, top. Et il a perdu la vie dans cette chambre de bonne. Et le corps était resté 6 mois. Donc partout, il y avait des asticots et des odeurs nauséabondes. Donc il y avait l'invasion. Et ce sont les voisins qui étaient intervenus, qui avaient prévenu les sapeurs-pompiers pour qu'on vienne chercher son corps. Donc moi, je lui ai rendu hommage à travers ce film-là, Le Panthéon de la Joie. Au départ, le film s'appelait Grand Frère Tambour Tam Tam. Donc c'est son histoire. Quand vous allez voir le film tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais c'est bien de donner ces petits détails pour qu'on cerne davantage le film, parce que Maître Dossu l'avait vu à Paris, notamment, entre autres, il y a d'autres personnes aussi qui l'ont vu. Mais c'est bien d'avoir ces petits détails qui permettent quand même de mieux cerner complètement le propos qui est dans ce film-là. Donc voilà, donc c'était quand même pour rendre hommage à mon frère Philippe. Et pourquoi je parle de Philippe? Parce que quand j'ai atterri à Paris, j'ai atterri chez lui dans un foyer Sonacotra. Le foyer Sonacotra ne veut rien vous dire à vous. Ce sont des foyers il y a toujours ça, sont logés les immigrés, qui sont la plupart ouvriers, des choses comme ça. Et Philippe était le seul béninois. Parmi tous ces, il y avait des Sénégalais, il y avait beaucoup de Maghrébins. Et moi, j'ai atterri chez lui, dans ce foyer Sonacotra, j'étais tout jeune, et j'ai fait la connaissance de ce qu'on appelle, un peu affectueusement ou vulgairement, la racaille. Donc ceux qui font des coups bas, à gauche et à droite. Mais tout de suite, quand j'étais dans ce foyer, j'ai déserté ce foyer parce que ce n'était pas le lieu indiqué pour moi. Parce que ici, j'avais des rêves hyper démesurés, parce que quand j'étais ici, j'étais premier de la classe. Et que notre papa, comme beaucoup de papas, rêvait pour moi d'être un Victor Hugo. Donc une figure emblématique de la littérature, donc de l'écrit. Et quand j'ai atterri dans ce foyer Sonacotra à Sannois, c'est dans un département, donc le Val d'Oise à Paris, enfin en région parisienne. Donc quand j'ai atterri là-bas chez lui, j'ai promis, juré, ne jamais rester plus de 2 mois. Parce que la bagarre, tout à l'heure on parlait de la résilience, la bagarre a commencé d'abord ici, parce qu'avant de partir, j'ai rusé, j'ai vu les parents, j'ai volé les sous des parents, de la mère, et j'ai dit, moi je ne reviendrai pas les bredouilles, s'il faut dormir dans des poubelles, je vais dormir dans des poubelles. Je ne savais même pas ce qu'était l'hiver, la rigueur de l'hiver, etc. Donc dans ce foyer, je ne suis pas resté longtemps, j'ai déserté le foyer, j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle le métro parisien. Donc, en gros, le métro parisien, on va dire que ce sont des trains qui passent sous terre, quoi. Et donc, j'ai commencé à dormir dans le métro et à partager ma vie avec une autre sorte de racaille, ceux qui sont des vrais tueurs, qui sortent de prison et donc qui ont commis des crimes répréhensibles. De toute façon, tous les crimes sont a priori répréhensibles. On a affaire à de grandes figures de la loi ici, juridique ici. Enfin bref, donc
je traînais dans ce métro au Halles, à Paris, et je suis resté longtemps, et puis j'allais en même temps à l'école, et à un moment je ne pouvais plus, et j'ai commencé à dormir sous un pont, on appelle ça le pont d'Argenteuil. Argenteuil, c'est une banlieue parisienne, et donc j'ai commencé à dormir sous le pont d'Argenteuil. Et en même temps, j'allais à l'école, j'allais au lycée, à Argenteuil. Et puis, mais je cachais à tous mes copains, où je dormais, etc., etc. Et puis, il y avait un copain, à chaque fois, il demandait, mais toi, à chaque fois, on invite les uns les autres chez nous, quoi, et que toi, jamais tu nous invites, à chaque fois, tu trouves un moyen pour ne pas nous inviter. Et effectivement, je restais avec eux, on allait jouer au flipper, et comme j'étais très très au flipper, je les gagnais forcément tous, et à la fin, donc j'étais devenu le héros du flipper d'Argenteuil. Il y avait une taverne, en fait. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a suivi discrètement, qui s'appelle François Blanchet. Et ce monsieur m'a suivi pour aller voir où est-ce que je crêchais. Et il a vu le lieu où je dormais. Ému, il en a parlé à ses parents. Donc la famille Blanchet. La mère, elle est juive, elle a vécu l'Holocauste. Donc le papa, monsieur Blanchet, et François a œuvré pour que je puisse loger dans leur famille, donc cette famille blanche, une partie juive, une partie française, typique. Et ils m'ont pris dans cette famille, et puis j'étais accepté par les grands-parents. Enfin, j'étais leur enfant, quoi. D'avoir le grand-parent, la grand-mère de la famille, et puis après toutes les tantes, aussi bien du côté du monsieur que aussi du côté des juifs. Donc j'ai appris beaucoup par rapport à ça, dans cette famille-là. Donc cette famille, une fois que j'y suis rentré, la mère s'était occupée de moi comme toute mère. Elle m'a aidé pour faire des études, parce qu'elle se disait, ce mec-là, il est certes intelligent, mais si on ne le tient pas, tout ira à volo. Elle m'a aidé, j'ai eu mon bac, je suis rentré à l'université, j'ai fait des études de sociologie, et elle tenait, elle me grondait, etc., etc. Donc une fois que j'ai eu quelques diplômes à la fac, je suis parti de la maison et j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Et surtout, j'ai commencé à vouloir... D'abord, je vais rêver d'être diplomate. J'avais dit, je vais être diplomate parce que j'aimerais bien qu'on connaisse l'autre pays, le Bénin. Je faisais tout pour qu'on... Voilà. À l'école, j'en parlais à gauche et à droite du Bénin. Je vantais le quartier latin de l'Afrique. Je vantais Ouida. Je vantais un peu le peu que je connaissais du Bénin avant d'être parti. Et puis, un jour, à Paris, toujours, au Halles, il y avait un monsieur qui s'appelle Michel Blanc, qui faisait un film qui s'appelle Marche à l'ombre, avec plein d'acteurs qui montaient à l'époque. Et puis moi, à l'époque, donc je traînais au Halles avec quelques petits trafiquants de drogue. On avait tous des dégaines de loubar, qu'on avait le blouson noir, les anneaux à l'oreille, et puis voilà, on paradait un peu. En gros, on était la racaille de l'époque, quoi. Et les gars m'ont vu et ils sont venus me chercher en disant, toi, tu nous plais, tu as une bonne bouille. Donc on aimerait bien que tu tournes dans ce film. Moi, je n'ai jamais tourné dans un film. Donc ils ont insisté lourdement pour que je puisse tourner dans ce film, dans ce Marche à l'ombre. Donc c'était la première fois de ma vie que je faisais de la figuration. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et puis, à un moment, la personne qui s'occupe des figurants, parce qu'il y a sur un tournage, il y a ceux qui s'occupent des comédiens, des grands artistes, et puis après ceux qui s'occupent des figurants, en gros, entre guillemets, les va-nu-pieds, quoi, les gens insignifiants. Donc je faisais partie de ces gens insignifiants. Mais moi, j'étais surtout là pour apprendre, pour voir comment s'opérait le cinéma, comment on faisait les choses. Et puis la personne qui s'occupait des figurants avait tenu des propos incohérents à l'égard des Noirs. Et moi, en plus, à l'époque, je ne pouvais pas accepter qu'on parle mal des Noirs. En plus, comme j'étais à l'université,
et qu'on n'était pas très nombreux à l'université à l'époque, surtout en sociologie, et qu'on étudiait un peu tout ça. Donc je suis allé voir ces gens-là pour leur dire que c'est pas normal qu'ils tiennent des propos racistes à l'égard de notre communauté. Et le mec arrogant, il a poursuivi. Moi, je suis pas violent pour un sou. Donc j'étais allé voir Michel Blanc et d'autres personnes pour leur en parler. Et puis ils m'ont dit oui, que il n'a pas fait exprès, etc., et que c'est un jeune, et qu'il s'est mal comporté, etc., etc. Mais parti de là, je m'étais juré promis que moi, j'allais faire du cinéma et que sur mes tournages, qu'il va voir pas de racisme, mais surtout qu'il va avoir le respect de son prochain. Parce que pour moi, le plus important, c'est le respect. Donc, et ce jour-là, je n'ai pas eu mon cachet, parce on devait être payé. J'ai fait ce que j'avais à faire, on m'a donné mon cachet, je ne l'ai pas pris. Et pourtant, Dieu seul sait que j'étais démuni, je n'avais pas, mais juste par principe, l'orgueil, quoi, en fait, en gros. Donc, je n'ai pas pris les sous, mais j'ai juré, promis de faire du cinéma. Voilà, c'est une espèce de vengeance ou revanche, j'en sais rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des scénarios. J'en ai écrivé plein, que j'envoyais à ce qu'on appelle le Centre national de la cinématographie. À l'époque, ce n'était que le CNC. Maintenant, on a rajouté Centre national de la cinématographie et de l'image animée, aujourd'hui. Donc, quand j'envoyais mes scénarios, ils étaient tout le temps rejetés. Et un jour, il y a un monsieur qui m'appelle, qui s'appelle Pascal Thomas, qui est un très très grand réalisateur, qui a fait notamment un film qui s'appelle La Dilettante. Et monsieur Pascal Thomas m'appelle un jour. Moi, je venais de déposer un scénario qui s'appelle Barbecue Peugeot, le premier long métrage. Et puis, il m'appelle un jour, il était tôt, j'habitais avec la mère de mes enfants, mais on venait juste de se connaître, on habitait à Clichy. Clichy-la-Garenne, c'est encore une banlieue parisienne qui n'est pas très loin d'Argenteuil. Et nous habitions là. Et puis, elle était partie travailler, elle travaillait dans un centre de loisirs, moi aussi à l'époque d'ailleurs. Donc Pascal Thomas m'a appelé et il a demandé à me rencontrer. Moi, je ne le connaissais pas, ce monsieur. Donc toujours, enfin, je ne vais pas dire que j'étais arrogant, mais surtout toujours orgueilleux. La personne m'a appelé et puis je dis, vous êtes qui, vous? Il me dit, Pascal Thomas. Je lui dis, mais vous avez vu l'heure? Il dit, oui, je sais, mais je tiens à vous rencontrer. Je dis, ok. Et je lui dis, je lui demande, c'est pourquoi? Il me dit, je suis le président de l'Avance sur recette. L'Avance sur recette, donc c'est l'Avance sur recette du Centre national de la cinématographie. On passe dans une commission qu'on appelle une commission cinématographique, au CNC. Et cette commission décide à qui on donne de l'argent et ils reçoivent à peu près entre, je ne sais pas, 100, 200, 300, 500 scénarios. Et puis après, ils en prennent 4, 5, 6, 7 maximum qui sont les meilleurs. Donc il m'a dit, je souhaiterais vous rencontrer par rapport à votre projet Barbecue Peugeot. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je lui dis, où? Et il me dit, aux Deux Magots. Moi, les Deux Magots, c'est un café très très connu qui était fréquenté par de grandes figures littéraires de l'époque. Donc moi, ne connaissant rien, ce quartier, bon, je ne connaissais rien du Deux Magots, j'ai compris au McDo. Le McDo, c'est le McDonald's. Pour ceux qui savent un peu, le McDo, c'est un endroit où on mange de la bouffe rapide, un peu américaine, des hamburgers, enfin pas de la bouffe, on mange rapide, c'est de la bouffe, quoi. Donc moi j'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, on se rencontre au McDo. Et puis j'ai dit, oui, il y en a un à proximité de là où j'habite ici. Et puis il me dit, ah bon, vous habitez le quartier latin? Non, j'ai dit, j'habite à Clichy. Il me dit, il y a un Deux Magots à Clichy. Je dis, un quoi? Il me dit, j'ai dit, ben non, moi j'ai un McDo. Il me dit, non, Deux Magots. Ok, j'ai dit, bon, je prends mon bâton de pèlerin et puis je suis allé le voir au Deux Magots. Et là, bon, on a rigolé par rapport à cette petite situation, la confusion entre Deux Magots et McDo, etc. Et il m'a dit, vous prenez quoi? Donc forcément, j'étais dans ce café, qui est aussi un café littéraire, où je vois tous ces gens autour de moi. J'avais peur. Et puis, je regarde tous les gens, ils avaient champagne, vin, café, je ne prends pas tout ça, je ne savais rien. Et puis, j'ai dit chocolat. Moi, il n'y avait que ça que je savais boire à l'époque. Et puis, on me dit chocolat. Je dis chocolat, et puis ils viennent, et ils me disent quel chocolat?
Je dis, ben, chocolat. Et puis, les mecs, ils viennent, ils disent, et puis ils amènent, et puis ils disent Van Houten. Le Van Houten, c'est un chocolat de marque hollandaise qui est très, voilà, c'est en gros un truc de bourgeois de grand, quoi. Donc, moi, je ne savais pas, on a dit Van Houten, et à la fin, il m'offre ce chocolat Van Houten. Et en même temps, Pascal Thomas, qui était en train de boire son vin, il m'a regardé, comme j'ai pris du chocolat Van Houten, lui aussi, il a commandé chocolat Van Houten. Je me suis dit, forcément, je suis devenu un grand monsieur, donc il m'imite, moi, le grand monsieur, et donc lui aussi, il a pris ce fameux chocolat Van Houten. En gros, je vous raconte ça parce que ce livre-là, Le réalisateur nègre, ça démarre par cette histoire de Pascal Thomas, avec cette histoire qui est assez hilarante, et après, on rentre dans le dédale de ma vie, aussi bien en banlieue, toutes les péripéties que j'ai rencontrées avant de faire du cinéma. Ici, là, il faudrait comprendre la polysémie du mot nègre. Parce que d'aucuns, tout de suite, ils s'attardent sur le mot nègre. Oui, c'est de la salissure. Il faudrait lire le livre pour comprendre, parce que c'est assez émouvant, pour comprendre tout ce qu'on endure quand on est un jeune réalisateur, noir ou même un jeune tout court. Et voilà. Donc j'ai démarré cette histoire par cette histoire de Pascal Thomas, et surtout, au lieu d'avoir, au départ, j'avais rencontré quelques personnes, notamment Pierre Chandonfer, ça ne va rien vous dire. Pierre Chandonfer, j'en ai parlé la dernière fois ici. Pierre Chandonfer est un très grand réalisateur français de renommée internationale, qui a fait notamment un film qui s'appelle Le Crack-Tambour. Et après, il a surtout fait Dien Bien Phu, dans lequel je suis. C'était au Vietnam. Donc je suis resté au Vietnam pendant 6 mois. Vous voyez, quelquefois, dans nos pérégrinations, on fait le tour du monde comme ça. Donc je suis resté au Vietnam pendant 6 mois, j'ai appris le vietnamien. Et Pierre Chandonfer, comme il connaissait mon histoire et que ça il adorait beaucoup, il avait demandé à préfacer ce livre. Mais moi, j'ai dit non, parce que quand j'ai sorti le film Barbecue Peugeot, c'est moi-même, bon, donc j'en suis le producteur, le réalisateur, j'ai raconté ici les mésaventures pour pouvoir trouver des comédiens que j'avais sollicités à l'époque, Isaac de Bancolé, qui montait à l'époque, qui avait fait Chocolat, Black Micmac, etc. Et puis que Isaac, que je connaissais vaguement comme ça, avait demandé une somme astronomique. En gros, il avait demandé 1 200 000 francs français, ce qui fait à peu près 120 millions de francs, et c'était le budget du film. À l'époque, quand on m'avait donné l'avance sur recette au CNC, on m'avait donné 120 millions, enfin les 1 200 000 francs qu'on m'avait donné pour pouvoir faire mon film. Donc en gros, lui, il voulait en tant que cachet de comédien ou d'acteur les 120 millions. Donc je n'ai pas tenu, je n'ai pas accepté. Et après, j'ai eu mon ami Wali Badarou, que certains doivent connaître ici, j'en ai encore parlé ici la dernière fois. Wali Badarou, c'est un très très grand musicien qui est de pas loin d'ici et qui a travaillé beaucoup avec Level 42, un très très grand groupe produit par Island et Chris Blackwell. Chris Blackwell, je vous ai dit la dernière fois, c'est le producteur de Bob Marley. Et c'est aussi le producteur de Angélique Kidjo, et puis U2 et d'autres grands groupes. Et Wali Badarou, je lui avais demandé s'il pouvait faire la musique de mon film. Il avait aussi accepté, et puis à un moment, son téléphone ne fonctionnant plus, top, je me suis lancé tout seul à faire le comédien, donc à remplacer Isaac de Bancolé, à faire la production de mon film et à composer mes chansons. La chanson, on va la faire tout à l'heure, et ça s'appelle Petit à Petit. Et cette chanson-là qui accompagne mon premier film. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes films moi tout seul, donc à écrire les scénarios, à produire, donc à aller chercher des financements, à les réaliser. Et en termes de distribution, quand j'ai commencé à essayer de rencontrer des distributeurs français, à chaque fois on m'évoquait le popotin, donc les fesses de la femme noire. Donc tout à l'heure aussi, on va encore chanter aussi une chanson qui s'appelle Popotin, parce que les jeunes qui chantent avec moi, il faudrait qu'ils sachent l'origine un peu de toutes ces petites chansons que j'écris. Donc, quand le Barbecue Peugeot était sorti, et que la presse française, il y a quelque chose de particulier en France, c'est que quand on a la presse française, la presse vient presque quémander les informations chez nous. Et ils ne demandent pas un copec.
Donc, nous, ici, quand je viens ici et qu'on me demande de l'argent, je suis, voilà, je n'arrive pas à comprendre parce que on me dit, nous sommes la presse. Je dis, oui, c'est sympathique. Viens chercher tes informations, mais oui, il faut donner de l'argent, il faut donner telle somme. On n'est pas, voilà, on n'est pas, voilà. Moi, je ne suis pas complètement dedans parce que là-bas, on vient piocher. Et là, ce serait bien encore de lire ça, la préface. C'est un monsieur qui s'appelle Philippe Azori, qui est un très, très grand journaliste, qui a écrit le meilleur article sur Barbecue Peugeot dans Libération. On avait eu toutes les bonnes critiques du monde, on a eu Télérama Monde, les cahiers du cinéma, Libé, enfin, bref, on a eu tout, le Canard enchaîné. J'étais même le premier noir à être dans la revue, là, Elle. J'étais quelqu'un, et puis ils avaient ma photo, donc toutes les femmes disaient lui. Enfin, moi, j'étais un peu beau gosse à l'époque aussi, puis je paradais aussi, il ne faut pas le cacher. Donc voilà. Donc, ce sont un peu toutes ces petites choses que j'ai racontées ici, et que maintenant, je vais vous laisser la parole, que vous me posez toutes les questions, parce que comme a dit tout à l'heure Fabienne Bidou, quand je prends la parole, je la monopolise. Vous connaissez Fidel Castro? C'est lui, c'est 4-6 heures, il parle et tout ça. Donc moi, je suis le petit Fidel Castro. Donc je ne vais pas être ça ce soir. Donc si vous avez quelques questions à poser par rapport à ce que je vais vous raconter. Et après, bon, on a ramené plein de livres ici pour ceux qui ont envie de l'avoir chez soi et pour le lire. On va le dédicacer tout à l'heure, c'est pas très très cher. Donc voilà, si vous voulez poser des questions, il y a plein de choses à vous raconter, mais si je commence comme ça. Allons-y, monsieur. Merci beaucoup. Moi, c'est Sylvie Mohamed, je suis journaliste politique et chargé de questions surtout politiques. Et je suis acteur culturel de la République du Bénin depuis près de, je crois, 15 ans, 17 ans. D'abord, pour commencer, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Vu la même école pour le Bénin. Et comment le Bénin peut profiter de vous? Comment les jeunes béninois peuvent profiter de vous, parce que ce n'est pas facile votre parcours là. Est-ce qu'avec votre expérience, vous pouvez devenir un coach pour les Béninois qui voudraient faire du cinéma et devenir des étoiles pour le Bénin, pour l'Afrique et pour le monde international? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, en tout temps, vous avez lancé un grand festival qui me faisait déjà rêver du festival au Burkina Faso, un festival bis en République du Bénin, surtout à Ouida, au bord de la mer, avec beaucoup d'histoire de Ouida. Est-ce que votre festival de cinéma Quintessence connaîtra une renaissance en République du Bénin dans le futur? Parce que apparemment, le gouvernement de la rupture actuelle a quand même cette qualité de promouvoir ce qui est bon et à travers ça promouvoir le tourisme, promouvoir le Bénin, promouvoir, créer des devises touristiques, tout ça. Est-ce que Quintessence peut revenir avec le temps? Merci beaucoup pour la question. Donc, on va commencer par la première. L'histoire de coach, c'est un peu compliqué. Moi, je peux être ce qu'on appelle un passeur. Donc, voilà. Moi, je fais ça depuis longtemps. Quand j'ai créé le festival Quintessence, j'ai aussi créé un versant culturel, où on apprend beaucoup de choses. Et que j'ai créé une école qui s'appelle l'Institut cinématographique de Ouida, qui s'appelle l'ICO. Certains ont participé à cette école. D'ailleurs, je crois que c'est le directeur général de l'ERTB, il est resté pas longtemps. Il y a Saka Amidou qui est juste derrière vous, qui est journaliste, qui voulait y participer, on n'a pas pris parce qu'il n'était pas très bon peut-être. Non, mais il y en a plein qui sont venus à cette école-là. Donc, moi, quand j'ai créé le festival, c'était aussi pour que les gens comprennent la pédagogie, parce qu'on avait cet aspect pédagogique. Parce que vous voyez, quand on a semé, parsemé, surmonté des embûches, on n'aimerait pas que les autres connaissent les mêmes travers, le même parcours. Donc, on se dit, essayons de construire quelque chose sur place pour que les gens en profitent pour leur éviter les parcours qui sont quelquefois difficiles. Mais après, chacun fait son parcours. L'histoire moi, je vous dis tout à l'heure, moi, je vais servir de passeur. Vous voyez, ce soir-là, nous allons jouer tout à l'heure. Tous les jeunes qui vont jouer avec moi, ils sont de Ouida.
Avant qu'ils ne viennent jouer, d'aucuns m'ont dit il ne faut pas prendre des jeunes comme ça parce que tu es célèbre, les gens ne vont pas te considérer. Je dis c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est que ces jeunes-là deviennent grands. Ils le sont déjà. Et que si on ne peut pas mesurer leur grandeur tout de suite là, par le talent qu'ils ont aujourd'hui et qu'on va piétiner ce talent au prétexte qu'ils sont tout jeunes, c'est pas bon. Donc tout à l'heure, vous allez les entendre jouer. Et ça, c'est mon rôle. Je viens de voir les deux frères Toroyan qui sont arrivés, certes ils sont arrivés en retard. Tout à l'heure, je vais les fouetter, parce que je leur ai déjà dit qu'il ne faut pas toujours venir en retard, il faut toujours être à l'heure. Mais ils sont venus, eux aussi ils sont venus, ils ont fait plusieurs films. Ils ont fait un film avec nous. D'abord, ils ont été sur le film que vous allez voir ce soir, Le Panthéon de la Joie. Mon film Pimpiniki était passé ici il y a 2 ans. Je crois l'un des frères était venu me voir, tout timide. Et il n'osait même pas s'approcher de moi parce qu'à ce qui paraît, je suis un très très grand Oscar. Et puis, je l'ai pris sous ma coupe. Ils sont venus à Yuda, ils sont restés avec moi. Et après, ils me parlaient de son second. Donc, vous allez les voir tous les deux, ils sont tellement semblables qu'on n'arrive pas à les distinguer. Et son second, il a parlé de son second. Donc, ils sont venus là, chez moi à Yuda, on a beaucoup travaillé. Et j'étais très content parce que le gamin qui était venu, tout timide comme ça, il est venu et il s'est avéré qu'il avait un talent fou. Donc, il est devenu premier assistant. Tu vois, il n'est pas devenu stagiaire du tout. Donc, je l'ai bombardé premier assistant. Donc, le patron d'un tournage. Et tout de suite, il est venu avec son frère, et le frère, lui, il est là. Il n'osait pas au début, il était comme petit stagiaire de la régie. Et donc, je l'ai pris, pareil, je l'ai bombardé, le patron de la régie. De ce long métrage. Attention, c'est mon 6e long métrage. On ne badine pas. Quand on fait un 6e long métrage de cinéma, on ne badine pas, on met, ce sont des gros postes. En France, ce sont des postes prépondérants, on ne peut pas mettre n'importe qui. Mais j'ai pris 2 jeunes, attention, ils n'avaient pas l'âge de mes enfants, les enfants sont plus âgés qu'eux, ils avaient une vingtaine, 21, 22 ans, être premier assistant, etc. Donc mon rôle à moi, c'est ça. C'est de jouer le rôle de passeur pour que les gens, et après je dis, parce qu'ils ont réalisé un film et pendant le tournage qui a fait quelques festivals, ils ont gagné, ils sont allés par-ci par-là grâce à ce film, ils sont allés dans beaucoup de pays. Après, ils ont fait un autre documentaire qu'ils m'ont soumis, mais moi je n'ai pas pris. Et le documentaire connaît aussi un gros succès. Et moi je suis très content que toute cette jeunesse-là bouge, fasse des choses, se casse les dents, et recommence, etc. Tout à l'heure, on parlait de l'endurance, de la résilience. Ils vont apprendre. Tout ça, eux aussi doivent apprendre tout ça. Après, il faut jouer les rebelles. C'est pas grave, moi aussi, j'ai fait un peu la rébellion, parce que si on peut faire la rebelle, on peut pas faire du cinéma ou faire de la chanson. Donc, il peut faire tous ces gens, mais ce sont des gens talentueux. Donc, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est d'accompagner un peu les gens par ce qu'on a acquis, donc de partager, de servir le passé. Mais quand vous avez évoqué quintessence, c'est l'origine de quintessence, j'aimerais bien la faire, vous partagez avec vous cette petite expérience. Quand j'ai fait mon film Barbecue de jour, je l'ai tourné dans le film de mon père qui s'appelle Lobagomé, dans le village de mon père qui s'appelle Lobagomé, c'est à Guida. Tous les gens qui ont fait de la figuration dans ce film sont mes cousins et mes tantes, etc. Et quand on a fini le film, on est venu pour leur montrer. Moi, avant que le film soit diffusé partout dans le monde, j'étais venu pour leur montrer le film. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de grands écrans. Il y avait juste une petite télévision. Donc, on leur a projeté le film sur cet écran. Ils étaient 300 autour de cet écran. Donc, ceux qui sont à peu près à 100 mètres, à chaque fois qu'ils voyaient quelques images sur ce petit écran, on disait c'est moi. En fait, c'était pas enfin, la vérité, c'était pas eux. Donc, à partir de là, je me suis dit, ce serait bien de projeter des films sur grand écran. Parce que malheureusement, à Abdel, il n'y a pas de cinéma. Il y a eu, mais ça, le cinéma monté à l'époque, l'hôtel, il a parlé coréen, je crois qu'il avait donné un projecteur 35 mm, etc. Et tous ces trucs sont tombés un peu en désuétude, enfin, ne fonctionnant plus. Donc, c'est à partir de là que j'ai créé le festival Quintessence pour que les gens puissent voir, d'abord se voir eux, leurs images, et surtout voir d'autres images, et puis faire corps avec d'autres univers,
enfin beaucoup d'autres choses, quoi. Et j'étais très content parce que quand on a commencé ce quintessence, on a eu la chance, on a été soutenu par beaucoup de partenaires, il y en avait beaucoup, hein, parce que la chance que j'avais à l'époque, comme j'avais fait par le club que je connaissais le succès avec toute la presse dont je t'ai parlé, le film étant sorti par moi-même à Paris, on avait beaucoup de salles, j'ai sillonné le monde entier, mais vraiment je me rappelais que quand j'étais allé au Canada, ils avaient affrété pour moi un jet privé. Donc vous voyez, quand tu arrives de la, je vous ai raconté tout à l'heure, du métro, et que tu arrives d'abord du Bénin, et puis que tu arrives dans un jet privé, on t'amène quelque part, tu ne te sens plus, quoi. Donc tu dis, voilà, enfin, bon, bref, quand on connaît toutes ces petites choses de la vie, on se dit maintenant, il faut faire quelque chose pour son pays. Voilà, c'était partie de ce principe-là que j'ai dit, il faut construire quelque chose au festival, qui a duré 15 ans, avec des partenaires, la francophonie, les affaires étrangères, ici, le SCAC, ici, qui nous a beaucoup aidé. Merci madame encore de continuer de nous aider. Et puis, enfin bref, il y a les Hollandais, enfin bref, il y en a plein qui nous ont aidés financièrement. Et puis après aussi par rapport aux films, on nous donnait les films en 35 mm, le CLC qui nous donnait les films en tout, enfin bref. Donc, on avait des partenaires. Mais en local, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. D'abord en national, et aussi chez le Rwanda. Donc, à chaque fois, il fallait ruser pour, ailleurs, dire du bien forcément du pays, dire que le pays participait, etc. Mais à un moment, c'est fatigant, pour ne vous le cacher. Parce qu'on se sent seul sur une barque où il faut du monde. Je suis seul au gouvernail. Même quand on est au gouvernail, il y a des matelots. Et sans les matelots, le bateau ne peut pas aller loin. Donc, à un moment, c'est pas que la volonté, elle est toujours là. Mais si on fait des choses pour un pays, une ville, etc., et si les gens ne viennent pas et vous posent, accompagner, viennent un petit, venez. L'argent, c'est pas l'argent, on a l'argent d'ailleurs, mais quelquefois il faut juste qu'ils signent un document pour qu'on débloque des financements. On ne les signe même pas. J'ai commencé à construire une salle de cinéma à Ouidah, devant l'IRSP. On a ramené 1524 fauteuils, c'est moi-même qui les ai portés, tous ces fauteuils-là. Moi-même, avec mes petits bras, là, les 1500, je suis allé trouver, j'ai acheté des camions, j'ai rusé en France, et les mecs nous ont aidés pour le transport, j'ai dit, je vais vous payer, après, je n'ai pas payé, on m'a traduit devant le tribunal, je suis allé au tribunal, j'ai dit, écoutez, je suis en culotte courte. On m'a dit, bon, messieurs, on vous fait grâce de tous ces trucs-là. Pour tout ça pour mon pays, on a construit, Mathieu Fondi qui est derrière, il est tout le temps avec moi. On a construit cette salle de cinéma, et puis il y avait Richard Boranger qui était venu, il est venu, top, on a fait la première, donc c'est d'ailleurs le SCAT qui a payé, sa fille aussi, qu'on s'appelle aussi, est venue, et puis top, on a fait beaucoup de choses. Une fois qu'on rentre, je rentre à Paris pour aller parader, on a fait des photos, voilà, on a construit la première salle à Ouidah, et 1500 fauteuils. 2 jours après, on met le feu. Les fauteuils ont brûlé. On nous envoie la photo. Et la photo, elle est hyper symbolique. Le gardien, il est là. Sa fille était devant les flammes. Il sauvait ce qu'il pouvait sauver. Et sa fille, on a la photo. Top. Voilà. On ne comprend même pas la photo de cette gamine qui est là, derrière les flammes. Et à un moment, tu dis, là, je ne veux pas insulter les Corses. Mais on est en Corsicane, je ne sais pas quoi là. Donc voilà, ce sont de petites choses comme ça qui font qu'on décourage. On se décourage, on se dit, bon, à quoi bon? Je suis content qu'aujourd'hui, il y a le Vodou Days qui s'inspire à 99,99% du même principe que Quintessence. Ceux qui sont derrière, ce sont mes amis. Ils ont bagarré avec moi au prétexte qu'il fallait leur filer le gouvernail. Mais on ne fait pas un gouvernail de quelque chose qu'on a créé. Venez. Donc ils ont créé, maintenant, voilà, peut-être qu'il y a des temps de la salle, mais aujourd'hui il y a le Vodou Days à la place de Quintessence, si vous voulez tout savoir. Voilà, pour ne rien vous cacher. Je suis content, c'est ma ville.
Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, etc. pour tout ça. Bon, à ce qui paraît, tout le monde essaie de savoir combien ça a coûté. Bon, bref. Enfin bref, au moins il y a des choses qui avancent tout doucement dans le pays. Et je suis content. Mais il faut savoir que le Vaudou Day, on va me dire le contraire, mais c'est quand même un truc de quintessence, quoi. Voilà. J'ai répondu, j'espère, à vos questions. Après, elle peut être très, très large, hein, et interminable. Alors, si vous avez d'autres questions à poser. Allez, ah ouais, Marcus. Merci, Marcus. Sujet d'info. Parce que je crois qu'il me disait que ça a été lui aussi le premier film dans lequel il a... Est-ce que donc, à partir de là, puisque les gens que tu as cités tout à l'heure, il y a Wali Badarou, Isaac de Bancolé, c'est quand même de souche béninoise. Est-ce que déjà tu nourrissais cette envie de fédérer du béninois autour de toi? Première question. La deuxième, c'est que en contant ton histoire, tu ne nous as pas situé dans le temps. Moi, je voulais savoir le contexte temporel du démarrage, puisque au début de l'année 2000, quand on s'est croisés, je sentais à toi un rappeur manqué, moi qui étais rappeur. Donc je me suis demandé, est-ce qu'à un moment donné, toi qui as fait les banlieues parisiennes, est-ce que le rap, à un moment donné, tu as raté son virage et que le cinéma t'a rattrapé plutôt, ou parce que finalement tu finis sur scène, est-ce qu'à un moment il y a eu la fibre du rappeur à un moment donné avec toi ou pas? Et troisième et dernière question, j'en parlais hier avec quelqu'un, est-ce que toutes ces péripéties de la vie et les choses que tu viens de raconter par rapport au découragement dû donc au fait qu'on mette le feu à tes actions, je veux dire, à beaucoup de tes actions, est-ce ça qui fait que, parce qu'on a l'impression désormais que le genre autant fougueux entre dedans, c'est un peu calmé? Est-ce que c'est le calme de la sagesse, c'est le calme de la résignation? Merci. Merci. Donc, concept, avant tout, dans le contexte. Et quand j'avais commencé tout ce que je fais là, c'est dans les années 80, je tiens à remercier M. Tola Coucou qui vient d'arriver. On avait échangé hier, je suis content qu'il soit là aussi. Et donc, moi j'avais commencé un peu mes pérégrinations dans les années 80 à Paris. Et que quand je parlais notamment des Halles, c'était aussi comme on construisait les Halles. Parce que les Halles, parce que ceux qui sont aujourd'hui, les Halles, tout a changé. Et par rapport à cette histoire de rap, le premier rap français, c'est moi. Je l'ai réalisé, ce premier rap, en 85, j'étais à l'université et que je copiais beaucoup Bobby Lapointe. Et je crois que Bobby Lapointe était aussi, à mon avis, l'un des premiers rappeurs. Donc j'ai copié sur lui, j'avais réalisé un premier rap qui s'appelle Kiffin Supermarché, qui veut dire funky dans un supermarché. Et que bon, cette chanson était diffusée sur beaucoup d'ondes, sur les radios françaises à l'époque. Il y avait les premières radios privées. Donc on sillonnait un peu la banlieue pour que les gens puissent diffuser cette petite merveille. Et tout. Je ne suis pas happé que par le cinéma, non, j'ai poursuivi sur cette voie faite. À un moment, vous parlez comme Gainsbourg, je trouvais que la musique était un art mineur. Je me trompe, hein? Mais parce qu'au fait, tout paraissait très facile pour moi à l'époque. Quand je composais, je sillonnais la banlieue à faire mes concerts, et à gauche et à droite. Et à un moment, je me suis dit, je vous ai rappelé tout à l'heure, pourquoi je suis arrivé au cinéma. Donc, moi, j'aime les combats. Je suis un bagarreur. Donc, quand j'ai vécu ce que vous avez raconté tout à l'heure par rapport à ce racisme, je me suis dit, va au cinéma, parce que l'avantage du cinéma, d'un film, on peut y intégrer, certes, un imaginaire, une esthétique, mais aussi plusieurs esthétiques, plusieurs imaginaires, donc cette histoire d'esthétique aussi musicale. Donc, comme je la connaissais,
et la musique, à apprendre à pianoter chez moi, parce que j'avais appris à jouer sur du bon tant pis, à faire mes petites compositions, notamment petit à petit, que vous allez écouter tout à l'heure, ou entendre tout à l'heure. Et je me suis dit que il fallait quand même que je fasse du cinéma pour apporter autre chose. La musique, je la connais, mais le cinéma, je ne la connaissais pas, je la découvrais. Mais en même temps, je la découvrais par le biais de beaucoup d'amis, parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient à l'époque à l'IDEC. L'IDEC, donc c'est l'Institut des hautes études cinématographiques, qui est aujourd'hui la FEMIS. C'était mes amis, donc j'étais avec ces gens-là. Il y avait Tartas, et après il y a eu Émilie Deleuze. J'en ai parlé ici. Émilie, elle était à la FEMIS, et puis bien d'autres. Émilie Deleuze, c'est la fille de Gilles Deleuze, qui a réalisé quelques films, et elle est venue aussi à Quintessence 2 ou 3 fois. Et donc, je vous ai dit la dernière fois, elle vient de sortir un nouveau film qui s'appelle 5 hectares, qui est encore dans les salles à Paris. Donc, j'ai pu croiser tous ces gens-là, parce que j'aimais bien l'univers de ces gens, parce que c'était des cerveaux, c'était des intellectuels. Certes, quand j'étais en sociaux, je rencontrais aussi des intellectuels, mais des gens qui étaient dans le livre. Mais je voulais aussi rencontrer des gens dans le cinéma. Je voulais rentrer dans le cinéma parce que ça m'intéressait, ça m'intriguait. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Jusqu'à aujourd'hui, ma démarche à moi, c'est pas forcément que de réaliser des films, c'est de savoir comment ça fonctionne. C'est pour ça que je suis devenu producteur, c'est pour ça que je fais distributeur. Et bon, voilà, maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne. Pas forcément ici, mais en France. La fougue, elle est là. Forcément, elle est là, mais elle est à l'intérieur. D'accord? C'est la citadelle intérieure, comme ça. Elle est là. En fait, sans cette fougue, il n'y a pas de création. Tous les gens qui sont créateurs, et M. Tola va vous le dire, moi, quelquefois, je l'observe de loin, il a cette fougue-là, il a cette jeunesse-là, et puis, bon, bref, tous les gens qui sont de vraies figures de la création, toutes ces personnes-là ont cette fougue-là, sinon c'est impossible de faire du cinéma. Après, à un moment, on se dit, à quoi bon et cravacher pour cravacher. Donc on se dit, il vaut mieux garder toute son énergie pour son travail, ce que je fais actuellement à écrire, parce que là, ça c'est mon premier roman. Le second, il sort bientôt, ça s'appelle 2023 Joie. Je fais une parenthèse vite fait comme ça. 2023 Joie, c'est quoi? C'est que toute l'année 2023, quand j'ai sorti le Panthéon de la Joie, j'ai sillonné quasiment toute la France et d'autres pays. Et je rencontrais plein de gens. C'était la première fois que ça m'arrivait. Donc la plupart des gens, comme c'est en France, ce sont des Blancs. Et chacun me racontait ses histoires, qui étaient des histoires émouvantes. Et donc j'ai décidé de les mettre, avec leur accord bien sûr, j'ai décidé de les mettre dans un roman, parce que certaines des histoires rappellent un peu nos histoires d'ici. Je vais vous en raconter une toute petite, après je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas. Un soir, mon film est diffusé dans une salle de cinéma à Clichy, en banlieue. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle, il y avait 6 personnes. 2 ou 3 jours auparavant, j'ai rencontré un monsieur à l'espace Saint-Michel, devant l'espace Saint-Michel, donc c'est toujours à Paris, enfin, une salle de cinéma, et j'arrêtais pas de distribuer mes flyers. Et puis il y a un monsieur qui est venu prendre mes flyers, et il est parti, et il est revenu, et il m'a rendu mon flyer. Il m'a dit, j'en ai plus besoin. Je dis, ok. Je le dévisage. Il part, et il revient. Il m'a dit, je suis dans l'hôtel à côté. Et puis moi, une fois que j'ai fini de distribuer mes flyers devant l'espace Saint-Michel, j'ai commencé vers 14h, j'ai fini vers 23h. C'est pour inciter les gens à aller voir mon film dans la seule salle qui distribuait le film. C'est le Lucernaire. Donc, en gros, j'étais dans le 6e ou 4e, il fallait que les gens se déplacent vers le 6e. Donc, c'était toute une bagarre. Et ce monsieur, quand j'ai fini, je rentrais chez moi. Et je suis passé devant un hôtel 4 étoiles. Et puis, après, je suis revenu. Je regarde l'hôtel. D'abord, je vois que le flyer est placardé partout, devant l'hôtel. Et je regardais autour de moi et sur les arbres, à côté, partout, ce monsieur a scotché le flyer partout. Donc je rentre et il me dit « Grand maître, grand maître, grand maître ». Et en fait, il a eu la démarche d'aller voir tout ce que je fais sur Internet. Il était intrigué. Il m'a invité.
Je crevais la dalle ce jour-là, je n'avais pas à manger. Je ne veux pas vous raconter encore mes aventures encore aujourd'hui à Paris où il faut aller traficoter pour manger. Donc, je n'avais pas à manger et il m'a invité dans son hôtel et puis il m'a rassasié. En partant, il m'a rempli mon sac et tout. Et donc, quand je suis allé à Clichy, il est venu à Clichy et il a raconté cette salle. Donc, à Clichy, je reviens en arrière, donc dans cette salle à Clichy. Et puis, quand on a fini, on partait. On rentrait et puis, donc j'ai palabré un peu, donc à chaque fois, ciné, concert, on échange, etc. Et puis quand on partait, il y a une femme qui me regarde, elle n'arrêtait pas de me regarder, et elle commence à chialer. Enfin, et puis elle vient vers moi, et puis elle tombe dans mes bras, elle dit, je peux vous parler? Je dis, oui, si vous voulez. Donc nous sortons de la salle, il était minuit. Moi je dis, oui, j'ai un métro à prendre. Elle me dit, il n'y a pas de problème, vous allez prendre votre métro. Elle m'a accompagné à quelques mètres de ce cinéma. Elle a commencé à me raconter sa vie, c'est très dur, hein, sa vie, qui va être dans le livre, là. Et à la toute fin, on est resté 2 ou 3 heures, il faisait froid. À la toute fin, et je dis, mais je vais vous dédicacer le livre, parce qu'elle a acheté mon livre. Je vais vous dédicacer mon livre, mon CD. C'est quel nom? Elle me dit, Henriette. Je dis, mais Henriette quoi? Elle me dit, Henriette A. Je signe Henriette A. Et quand on échangeait, je regardais toutes ces gestuelles, et puis tout ça m'intriguait. Attention, la femme dont je parle, c'est une blanche, brune, et tout. Et puis à la fin, elle me serre la main. Elle me dit, je m'appelle Henriette Asselineau. Au revoir. Et c'est qui Henriette Asselineau? C'est ma mère, qui est décédée depuis longtemps. Et c'est une blanche que je vois, c'est pas du fantasme. Hein. Et j'étais là, je dis, mais est-ce que les blanches, une blanche peut s'appeler aussi Henriette Asselineau, etc., etc. Donc, cette histoire aussi, je vais la mettre dans ce livre qui s'appelle 2023 Joie, parce que ce sont plein de gens comme ça que j'ai rencontrés. J'ai envie de raconter leurs histoires parce que ça ramène à quelques histoires d'ici. Donc je reviens, je fais un truc en arrière par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc pour revenir à cette histoire de la niaque, la niaque, elle est toujours là, sinon on ne peut pas entreprendre tout ce que nous entreprenons. Vous voyez, on va écrire ce bouquin, le bouquin là, 2023 Joie. Après, on est déjà en préparation de mon prochain film qui s'appelle Monsieur Tête de Poisson Fumé et qui se tournera au mois d'octobre prochain. Après, on est sur déjà un autre album, etc., etc. Après, on est sur des constructions. Maintenant, pour apporter de l'eau au moulin de mon camarade qui a parlé de quintessence ne peut pas mourir comme ça. La vérité, on est en train de construire un vrai espace. Mais je garde le reste pour moi. On n'a pas de financement local. Donc voilà, on essaie. Il y a déjà, et à Ouida, à Agbanou, on a récupéré la maison de mon père, on l'a retraficotée. Vous allez le voir. Vous allez voir cette maison qui représente aussi un personnage dans le film tout à l'heure, le Panthéon de la Joie, qui est cet immeuble, qui est le mausolée de mon père. Et avant que mon père ne parte de ce monde, il m'avait demandé de faire de ce lieu un haut lieu culturel. Donc vous allez le voir dedans, c'est vraiment la retaper pour en faire un lieu aussi de quintessence, pour faire des projections pour des gens dans des quartiers vraiment déshérités. C'est une toute petite salle, mais il fait des projections d'abord dans la salle et aussi devant cette salle-là. Donc tout à l'heure vous avez parlé de quintessence, on poursuit cette initiative quintessence, quoi. Donc voilà, allons-y. Je m'appelle Mélissa, je suis réalisateur. J'ai d'ailleurs fait un court-métrage qui a fait le même festival à Carthage que le Panthéon de la Joie. La même année, voilà, j'étais vraiment impatient de voir le film. Je n'ai pas encore eu la chance de le voir. Et je suis content d'être là. Ma question, c'est surtout par rapport à cette jeune génération qui commence par faire des films, surtout des courts-métrages. Ailleurs, il existe des processus de création qui permettent aux jeunes de faire des films, de les post-produire et de les montrer chez eux. Est-ce que, voilà, et ces initiatives sont portées aussi par les réalisateurs précurseurs de leur pays, de
grands réalisateurs. Est-ce que vous, voilà, quand vous faites vos films, quand vous rencontrez les partenaires, est-ce que voilà, ces initiatives vous intéressent? Et aussi dans le cadre de Quintessence que vous voulez bien faire revenir et tout. Voilà, j'ai vu que vous avez amené ce genre d'initiative qui permet aux jeunes de se faire. Merci beaucoup pour la question. Ça rejoint un peu la réponse de tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais créé l'Institut cinématographique de l'UNED en développement et en appuyant fortement cet aspect pédagogique. Donc je poursuis. Donc vous voyez, vous êtes entouré des deux frères, dont je parlais de frère Torino, donc je pense que vous faites allusion au film de Francky qui était au Maroc. Je pense que eux, ils sont allés au Maroc, peut-être que les Marocains leur ont promis, parce que les Marocains, souvent, ils promettent un peu, une fois quand on va chez eux, ils promettent souvent de faire des coproductions. Peut-être qu'ils leur ont proposé ce genre de choses. Nous, quand on a fait le Conteur de la joie, j'avais demandé à tous les jeunes qui étaient là, qu'ils avaient à disposition tout le matériel. On avait 2 caméras, plus tout le matériel, et aussi les techniciens. Le seul qui a œuvré, qui allait jusqu'au bout de la démarche, c'est Francky qui a fait son film. Et le film, il est très beau, esthétiquement, en termes de réalisation. Moi, je l'ai déjà dit à Francky depuis longtemps, qu'il faut qu'il garde cette esthétique-là, qui va se démarquer de tout. Même nous, à côté, on est zéro. Mais je crois qu'il a copié un peu sur des gens comme nous. Mais peut-être même lui, il le sait, avec cette travelling longue, des plans larges comme ça, et ça, en plan séquence, ça sert. Oui, avec d'autres amis, notamment Jérôme Ayas et Pierre Constantin, que certains connaissent, qui travaillent avec moi, nous militons pour remettre en place une dynamique de production locale. Donc pour pouvoir la faire, il faut ramener du matériel. Donc on va ramener du matériel. Jérôme était censé venir là avec moi, mais il est sur un tournage avec Netflix comme Pierre. Donc j'espère que nous allons avoir la force de venir avec tout le matériel qu'on mettra à disposition des jeunes ici en octobre prochain, quand on va commencer la production de nos films dont je vous parle là. Parce que ce qu'on veut faire, c'est de ramener du matériel. Même on l'a déjà fait sur l'ICO. Quand à l'époque l'ICO, je dépensais mes propres sous avant d'avoir des subventions. J'ai eu la chance, quand mon film Barbecue Peugeot avait fonctionné, on avait gagné beaucoup d'argent. Beaucoup. Donc, on avait acheté d'abord des projecteurs 35 mm. On avait ramené beaucoup de matériel de production ici. Et d'abord même à l'ICO, donc l'Institut cinématographique de l'UDA. Et qu'est-ce qui s'est passé à notre avis? Il y a eu du vol. Les mêmes à qui on a créé, attention, c'est un lieu gratuit. Je me rappelle avoir rencontré des ministres ici, ils me disent ça n'existe pas de choses gratuites au Bénin, tout fait gratuit, il ne faut pas te considérer. Je dis oui, je sais. Moi, quand j'étais petit ici, nous on habitait à Cadieux. À l'époque, la pension scolaire c'était 500 francs CFA. On n'avait pas la pension scolaire, donc on était renvoyés de l'école. Donc quelques-uns de la famille n'ont pas pu aller à l'école à cause de 500 francs CFA. J'ai dit qu'aujourd'hui, si on peut leur donner un lieu où les gens peuvent avoir tout le matériel. Attention, ma propre maison à Huidac, de qu'on connaisse, il y avait 6 chambres, on avait tous ces gens qui habitaient, chacun était 2 par chambre, chacun avait son lit, et par chambre, ordinateur, et tout ce qu'il faut. Bibliothèque de cinéma, et ils avaient le projecteur 35 mm, ils avaient des véhicules qu'on leur avait achetés. Pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé, ils ont cassé. Ils ont volé ce qui est là, ils sont allés donner ça à une blanche. J'étais en train de faire mon sport et puis il y a une blanche qui me dit « Ah tiens Jean, de temps, toi qui fais du cinéma, viens voir ». Elle me montre mon propre livre que moi j'ai acheté difficilement à Paris pour cette bibliothèque que des gamins lui ont offert. Vous voyez, le vrai problème par rapport à nous tous, c'est qu'à un moment il faut de la rigueur. Savoir pourquoi. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais à Carthage en même temps que vous. Oui, j'ai vu que, enfin, je ne sais pas si j'ai vu qu'il y avait un autre film béninois, je ne savais pas que c'était vous, et que je priais, je ne sais pas si vous n'avez pas eu un prix, d'ailleurs, j'en sais rien, je priais pour qu'il y ait le Bénin qui ait un prix.
Maître Dossou, ici, a vu mon film à Paris. Il m'a dit c'est un film de grande facture. Pourquoi le film n'était pas au Festival de Cannes? Beaucoup de mes amis, qui sont des grands réalisateurs à Paris, ils ne comprenaient pas pourquoi le film n'a pas été sélectionné à Cannes. Et tout à l'heure, vous allez le voir, il faut comprendre ce film. Il ne faut pas s'attarder sur les défauts. Des défauts, il y en a, surtout des films. On n'a pas beaucoup de moyens. En plus, avec des jeunes, ils sont dans la salle. Là, je vois Tchanou qui est derrière, là, le jeune, là, vous allez le voir dans le film tout à l'heure. Et puis, et machin qui est là. D'ailleurs, on parle tout à l'heure, c'est bien qu'ils prennent la parole. Comment il s'appelle comment il t'appelle déjà, toi? J'oublie ton. Et Jérémy. Jérémy, je l'ai ramené en Tunisie, voilà. Et quand le film était sélectionné, et c'est bien de ramener tous ces jeunes-là qui voyagent et qui voient autre chose, qui voient d'autres films et donc forcément d'autres imaginaires. Quand je reviens sur l'histoire d'imaginaire esthétique, je me rappelle que c'était Tola qui disait souvent, parlait tout le temps d'imaginaire esthétique, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. Donc maintenant, j'emprunte aussi à lui ces termes qui sont des termes poétiques, mais qui sont des termes essentiels aussi pour faire du cinéma et puis même de la culture, quoi. Donc voilà, oui. Nous allons continuer à poursuivre sur cette lancée de faire des productions locales parce que ce ne sont pas les gouvernants qui ne comprennent pas la culture. Peut-être qu'ils comprennent certaines cultures, oui, les arts plastiques, mais le cinéma, non. Quand on va voir telle personne pour leur parler des Oscars en disant qu'il faut inscrire notre pays aux Oscars et qu'on leur explique le processus d'inscription, et que les gens on revienne encore à des trucs de, oui, donne 1 franc, c'est barbant, quoi. On n'est pas là. Tous les autres pays, même les pauvres en cinématographie, ont inscrit leur pays aux Oscars. Nous, votre film, il peut aller aux Oscars. Mon film peut aller aux Oscars, le film de Francky peut aller aux Oscars. Il faut juste que notre pays inscrive juste le pays en disant, nous, Bénin, on inscrit le Bénin comme pays voulant participer aux Oscars, c'est tout. On ramène ça à Jean Audoutan, on ramène telle chose. On personnalise, et puis top, et on ne peut pas, à un moment, vous voyez tout à l'heure, Sergent Marcus a parlé de ça, c'est fatigant parce qu'on fait rétropédalage, on avance, on se dit, avancez avec nous, on maîtrise la chose, avançons ensemble. Eh bien non. On rencontre des ministres, ils cernent mieux que nous. L'écriture, c'est dramaturgique. Ils connaissent les mécanismes de la dramaturgie mieux que nous. Ils savent comment il faut procéder pour faire des choses. Et les Francs, ils étaient avec moi, on a rencontré des ministres, d'autres personnes. On ne peut pas avancer comme ça. Donc, vous voyez, Marcus l'a dit, on est fougueux. Vaut mieux quelquefois garder sa bouche et faire les choses, même si ça prend du temps. Donc, on prend le temps de mettre en place des choses pour que des films se fassent et surtout écrivez de bonnes histoires. Je l'ai dit aux Francky, aux frères Tomignon, écrivez de bonnes histoires. Ils sont venus à la maison. On a travaillé longtemps sur l'écriture scénaristique, donc dramaturgique, qui n'est pas la même chose que l'écriture littéraire. C'est pas la même chose, hein. Il faudrait bien faire le distinguo entre les deux. Enfin bref, donc voilà. Nous allons continuer à faire des choses avec tous les jeunes comme vous et après ramener de bons projets et surtout rester modeste, s'il vous plaît. Restez modeste. Ne montez pas sur vos grands chevaux là. Personne ne construit des trucs sur les grands chevaux. Restez ici avec nous. Ici, on est là avec vous. Restez modeste. Hein, Mathieu? C'est cela. OK. Alors, bientôt, on va arrêter parce qu'à ce qui est pareil, il y a un concert, non? Sauf si vous avez encore une ou deux questions. Après, on voit le film et à ce qui paraît, je ne sais pas si on va encore parler, oui, on peut encore parler du film un petit peu parce que c'est bien d'échanger par rapport au film. Je vous remercie sincèrement d'avoir échangé avec moi et remercier encore Madame Bidou de me recevoir parce que sa prédécesseur, je ne sais pas si ça se dit, m'avait déjà reçu. Donc c'est elle qui avait diffusé le Pim Pim Tché à l'époque et tout. Donc merci de me recevoir et parce que je pense que vous aussi, malheureusement, vous ne restez pas longtemps, vous les directeurs ou les directrices. Donc, mais on a les piliers de la maison. Merci aussi, bon, il y a Sergent Marcus et puis Noël Vitin. Donc voilà, et puis les gens de la régie, je vais encore vous les remercier tout à l'heure parce que merci, vous nous avez reçus sincèrement, aimablement, et puis il faut continuer comme ça. Merci beaucoup à tous, c'est fiable.
ont été cédés à dédicacer, ils sont chers, parce que c'est au tarif de Paris. Donc, mais vous pouvez trouver les moyens pour avoir une partie de bois chez vous. Après, maintenant, il y a le concert. Ça fait 15 minutes. Ça fait 20 Voilà. Maître. Voilà. Merci. Merci. J'ai été invité et même si je n'avais pas été invité, le sujet, l'objet de cette rencontre m'intéresse parce que cette soirée se déroule autour de Jean Oudoutan, que j'aime beaucoup parce qu'il s'agit de quelqu'un de résilient, c'est-à-dire qui sait se battre. Il tombe, il se relève et il s'accroche fermement à tel et tel objectif qui véhicule certaines valeurs. C'est l'initiative c'est l'initiateur de Quintessence à Ouida. Mais moi, j'aime bien le cinéma, mais j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Et lui, il est dans beaucoup de choses que j'aime bien. Un écrivain, un chanteur, un homme de cinéma. Bon, j'ai touché un peu à tout aussi, moi-même dans ma vie de jeunesse. Et puis, il est déterminé. Et puis, il a beaucoup d'intuition pour produire. Malheureusement, je ne trouve pas tout l'encadrement qu'il faut autour de lui. Je le connaissais résilient. Et cet après-midi, ce qu'il nous a raconté de sa vie, il y a beaucoup d'éléments que je ne connaissais pas et qui confirment l'opinion que j'ai de lui, d'un homme de valeur et d'un homme résilient qui a vraiment besoin d'être soutenu, encouragé. Et donc, la raison d'être de ma présence ici est de lui apporter un encouragement. C'est ce que je peux faire en l'état. Parce que j'avais eu l'information qu'un jour que son film Le Panthéon de la Joie allait passer au Lucernaire à Paris. Et je me suis pointé là avec ma compagne, on était les seuls. Et comme personne n'est venu, personne. Alors il m'a expliqué après que les gens préfèrent regarder ça sur leur écran d'ordinateur. Bon, moi je suis un born before computer, je suis né avant l'ordinateur. Je suis habitué aux salles de cinéma, maintenant un peu à l'écran de cinéma. Mais quand je peux aller à l'écran de télévision, j'allais dire, mais quand je peux aller regarder un film dans une salle de film de cinéma, je préfère y aller. Et c'est comme ça que nous avons débarqué à deux, ma compagne et moi. Et il n'y avait personne. Il n'y avait que Jean Oudoutan lui-même et un de ses amis français. Donc moi j'ai dit, bon, on annule, on ne va pas. Il dit jamais. Et à deux, nous sommes restés dans la salle du Lucernaire et il a tenu à nous faire voir le film de bout en bout. Alors, comme il est venu projeter le film à Cotonou, je n'étais pas là. Chaque fois qu'il venait, moi, je partais en France. On échangeait aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à Cotonou, je suis aussi à Cotonou. Et je tiens à regarder le film à Cotonou. Dans le cadre où ça a été tourné, que ce soit tourner à Cotonou et puis tourner à Ouida et via à Cotonou, pour moi, c'est la même chose. Donc, je veux voir le film et le revoir parce que le film m'a beaucoup impressionné. Et j'ai été désolé que ce film n'ait pas été présenté à un grand festival et puis soutenu par nous tous. Je ne peux pas en dire plus. Je m'arrête là et je suis très content d'être venu. Merci. Ma venue ici ce soir, c'est pour suivre la conversation littéraire et aussi connaître le réalisateur Jean Oudoutan.
puisque franchement, je ne le connaissais pas. Et aujourd'hui, c'était une opportunité pour moi de connaître le réalisateur, écouter son histoire, un peu avoir l'idée sur ce qu'il fait. Et aussi, cela m'a aussi donné l'envie de plus le connaître, à lire son roman intitulé Le réalisateur du nègre, et aussi à suivre ses œuvres cinématographiques à l'avenir.